jour de son mariage somptueux, une mystérieuse petite fille traversa la salle en courant et cria « Papa, il n'avait jamais vu cet enfant auparavant ». Sa fiancée se figea. Ce qu'il fit ensuite choqua toutes les personnes présentes. « Papa !» La voix résonna en écho dans la salle. 300 invités tournèrent la tête simultanément. La fillette courait entre les tables. Sa robe blanche était tachée de boue, ses cheveux châtains étaient entébouriffés. Renato Montenegro s'arrêta au milieu de l'allée centrale. « Qui est cet enfant ?» chuchota Isabella à côté de lui. La petite ne s'arrêta pas, passa devant les serveurs, renversa une coupe de champagne. Le liquide éclaboussa le sol en marbre. « Papa, papa !» Elle atteignit Renato et serra fort sa jambe. Ses yeux marrons étaient pleins de larmes. La salle devint silencieuse. Isabella recula de 2 pas. Sa mère se leva de la table d'honneur. Les flashs des téléphones portables commencèrent à crépiter. « Renato, que se passe-t-il » demanda la fiancée d'une voix tremblante. À cet instant, une femme fit irruption par l'entrée. Uniforme de domestique, visage pâle. « Laura, reviens ici. » C'était Clara, la femme de chambre du manoir de Renato. Elle y travaillait depuis 2 ans. Toujours discrète, presque invisible. 3 gardes du corps s'avancèrent. « Attendez, » dit Renato. Sa voix était rauque. Il baissa les yeux. La fillette avait la même forme de visage que lui. La même fossette au menton, les mêmes yeux. Clara s'arrêta à 3 mètres, ses mains tremblantes. « Monsieur Montenegro, je peux expliquer… »« Expliquer » hurla Isabella. « Expliquer que mon fiancé a une fille cachée ?» Un murmure explosa dans la salle. La mère d'Isabella gesticulait furieusement. Les invités prenaient des photos. L'un de ses partenaires riait dans un coin. Isabella saisit le bras de Renato. Ses ongles s'enfoncèrent dans sa peau à travers le costume. « Sors cet enfant d'ici tout de suite, ou ce mariage s'arrête ici. » Le visage de Clara blêmit. La fillette se serra encore plus contre la jambe de Renato. Comment une enfant qu'il n'avait jamais vue auparavant pouvait-elle avoir ses yeux ? Renato Montenegro n'était pas seulement millionnaire, c'était un homme qui avait bâti un empire à partir de zéro, brique après brique, contrat après contrat. À 38 ans, son nom figurait dans les principaux magazines d'affaires du pays. Il était PDG de Montenegro Incorporation. Sa fortune était estimée à des millions de réals, des bâtiments commerciaux dans 5 États du Brésil. Mais personne ne connaissait la vérité derrière tout ce succès. Renato avait grandi dans une cabane en bois à la périphérie de São Paulo. Son père avait abandonné la famille quand il avait 5 ans. Il n'était jamais revenu, n'avait jamais appelé, n'avait jamais envoyé un seul réal. Sa mère, Dona Marta, lavait le linge des autres. Elle se levait à 4 ans du matin, rentrait à 21 ans. Ses mains étaient toujours rouges, gercées par le savon. Il se souvenait l'avoir regardé travailler et s'était juré qu'un jour, il changerait cette vie. Il avait étudié dans une école publique, travaillé comme coursier à 14 ans. Il livrait des documents à vélo sous la pluie. À 18 ans, il était entré en génie civil à l'université publique. Il travaillait le jour, étudiait la nuit, dormait 4 heures par jour pendant 5 ans. Lorsque sa mère mourut, il était en 3e année. Un cancer. Elle n'avait pas d'assurance maladie. Elle était morte en attendant une place dans un hôpital public. Renato n'avait pas pleuré aux funérailles, il avait enfoui la douleur, l'avait transformée en carburant. Il termina l'université, travailla dans des entreprises de construction, économisa chaque centime. À 25 ans, il ouvrit sa propre entreprise, un bureau minuscule, une table, un téléphone et une ambition impossible à contrôler. 10 ans plus tard, il avait gagné, mais le prix du succès avait été élevé. Renato n'avait jamais eu le temps pour de vraies amitiés. Les relations étaient des transactions, les dîners des réunions d'affaires. Il avait appris que les gens s'approchaient pas pour l'argent, pas pour sa personnalité. Il avait appris à ne pas faire confiance, à garder ses distances. Il avait construit des murs plus hauts que ses immeubles. Il vivait seul dans un manoir de 1000 méquinatrar, 12 chambres, 6 salles de bain, piscine olympique, salle de sport privée, garage avec 5 voitures importées et un silence assourdissant. À 38 ans, Renato Montenegro avait tout et rien à la fois. C'est alors qu'il rencontra Isabella Ferreira da Costa, fille de l'une des familles les plus traditionnelles de São Paulo. Son père contrôlait une chaîne d'hôtels de luxe. Leur mariage serait une fusion parfaite. Montenegro Incorporations construirait les hôtels, Ferreira Hotels les gérerait. 50 millions en contrats déjà signés. Isabella était belle, éduquée, savait sourire pour les caméras, savait quoi dire lors des dîners de charité. Elle était l'épouse idéale pour un homme de sa position. Il ne l'aimait pas, elle ne l'aimait pas. Mais l'amour, c'était pour les gens ordinaires. Eux, ils étaient ardentes pragmatiques. Le mariage devait avoir lieu au Palais des Cèdres. 300 invités, hommes d'affaires, politiciens, artistes, l'élite de São Paulo. Tout était planifié dans les moindres détails.
Fleurs importées de Hollande, champagne français, orchestre de chambre, 3 photographes professionnels. Ce serait le mariage de l'année, la consolidation définitive de son empire. Ce serait le moment où Renato Montenegro appartiendrait enfin à cette élite qui, autrefois, le chassait de ses magasins parce qu'il était mal habillé. Mais il n'imaginait pas que ce jour-là, une fillette de 6 ans traverserait la salle et détruirait tout, et que cette destruction serait la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Si les histoires fortes et pleines d'émotions vous touchent, abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez la cloche. Ici, chaque histoire fera battre votre cœur pour de vrai. Le mariage avec Isabella n'était pas seulement un événement mondain pour Renato, c'était la dernière pièce du puzzle qu'il assemblait depuis 13 ans. Chaque réussite précédente avait été une marche. Chaque contrat signé, chaque bâtiment construit, chaque million gagné l'avait rapproché de ce moment. Il se souvenait du jour où il était entré pour la première fois dans un centre commercial de luxe après avoir gagné son premier million. Il avait 27 ans. Il était entré habillé simplement, jean et t-shirt. La vendeuse l'avait regardé avec mépris, lui demandant s'il était sûr d'être dans le bon magasin. Il avait acheté 3 costumes italiens ce jour-là, payés en espèces. L'expression sur le visage de la vendeuse valait chaque centime, mais même avec l'argent, les portes restaient enfermées. Les clubs sociaux de l'élite de Sao Paulo n'acceptaient pas facilement de nouveaux membres, peu importait le nombre de zéros sur votre compte. Ce qui comptait, c'était votre nom, votre origine, votre lignée. Renato avait l'argent, mais pas l'histoire. Pas d'ancêtres venus d'Europe, pas de grands-parents ayant fondé des entreprises centenaires. Il était juste le fils de la blanchisseuse, le garçon de la cabane, le type qui livrait des documents à vélo. Cela le rongeait de l'intérieur. Renato avait développé son entreprise, acheté des terrains dans des quartiers prestigieux, construit des immeubles résidentiels pour l'élite. Ses clients le respectaient en tant qu'homme d'affaires, mais ne l'invitaient jamais à dîner chez eux. Ils faisaient l'un des affaires avec lui, gagnaient de l'argent grâce à lui, mais ne l'acceptaient pas comme un égal. Jusqu'à sa rencontre avec Isabella. La famille Ferreira da Costa avait 400 ans d'histoire au Brésil. Des documents signés par Dom Pedro II, des propriétés rurales devenues des quartiers entiers de São Paulo. Le nom de famille ouvrait des portes que l'argent seul n'ouvrirait jamais. Quand le père d'Isabella, Augusto Ferreira da Costa, proposa l'union des entreprises par le mariage, Renato vit sa chance. Ce n'était pas juste une fusion d'entreprises, c'était son entrée définitive dans l'élite. Il serait accepté, respecté, il deviendrait l'un des leurs, enfin. Il avait planifié chaque détail de ce mariage avec la précision d'un ingénieur, engagé le meilleur organisateur de mariage de Sao Paulo. 3 mois de préparation, dégustation de plats, dégustation de vin, choix des fleurs, validation de la liste des invités. 300 personnes ont trié sur le volet. Chaque nom représentait une connexion. Ministre, sénateur, homme d'affaires milliardaire, directeur de banque, héritier de vieilles fortunes, la crème de la société poliste. Tous étaient là pour témoigner de l'ascension finale de Renato Montenegro. Le Palais des Cèdres avait été réservé 2 ans à l'avance. Le lieu le plus exclusif pour les mariages à Sao Paulo. Jardin à la française, fontaine italienne du XVe siècle, salle de bal avec lustres en cristal autrichien. Seulement 10 mariages par an, liste d'attente de 3 ans. Mais Renato avait obtenu une place, car maintenant, il avait autre chose que de l'argent. Il avait le nom Ferreira da Costa à ses côtés. Isabella n'était pas l'amour de sa vie. Il le savait. Elle le savait aussi. Mais ils avaient un accord tacite, respect mutuel, intérêt convergent. Elle obtenait un mari riche et ambitieux. Il obtenait un passeport pour le monde qu'il avait toujours désiré. La veille du mariage, Renato était resté éveillé tard, assis sur la véranda du manoir, regardant les lumières de la ville. 13 années de travail acharné aboutiraient là. Il pensait à sa mère, souhaitant qu'elle soit en vie pour voir le fils de la blanchisseuse se marier dans un palais. Il ne remarqua pas qu'il avait les larmes aux yeux jusqu'à ce qu'il les sente couler. Le jour du mariage, Renato se réveilla à 6 heures, courut 10 km, prit une douche froide, enfila un costume Armani sur mesure, fait à Milan pour 15 000 €. Bouton de manchette en or blanc avec ses initiales gravées. Une montre Patek Philippe qui valait le prix d'un appartement. Il se regarda dans le miroir. Il n'était plus le garçon de la cabane. Il était Renato Montenegro, homme d'affaires prospère, futur mari d'Isabella Ferreira da Costa, membre de l'élite de São Paulo. Enfin. La voiture l'emmena au Palais des Cèdres, une Mercedes-Benz S500 noire, chauffeur avec des gants blancs. À son arrivée, les journalistes mondains étaient déjà à l'entrée. Flash, questions sur la lune de miel, les Maldives, un complexe privé. 3 semaines, tout était parfait. Il entra dans la salle.
Des fleurs blanches partout, orchidées, roses, lisses. Un parfum doux emplissait l'air. Les invités commencèrent à arriver. Salutations, poignées de main, accolades calculées, sourires mesurés. Isabella était magnifique. Robe Vera Wang, cheveux relevés en un chignon élégant, maquillage impeccable. Elle lui sourit, le sourire de quelqu'un qui savait exactement ce que ce jour signifiait pour eux deux. La musique commença. La marche nuptiale. Renato se tenait à l'autel, le prêtre sourit. 300 paires d'yeux étaient sans fixer sur lui. C'était son moment, sa reconnaissance ultime, sa victoire. Puis il entendit « Papa ». Une voix d'enfant transperça la salle comme une lame. Renato tourna la tête. Une fillette courait vers lui. Robe blanche sale, cheveux ébouriffés, immenses yeux marrons. Isabella se figea à ses côtés. La musique s'arrêta. La petite l'entoura de ses bras, se serra fort contre sa jambe, leva les yeux. « Papa, tu es revenu !» La salle explosa en murmures. Isabella recula de 3 pas. Son visage changea de couleur, passant du blanc au rouge en quelques secondes. « Renato » chuchota-t-elle. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Une femme accourut. Uniforme de domestique, c'était Clara. Elle travaillait dans son manoir, nettoyait les chambres, cuisinait quand le chef avait congé. Une présence presque invisible. Mais maintenant, tous les regards étaient rembraqués sur elle. « Monsieur Montenegro, pardonnez-moi. »« Qui est cet enfant ?» demanda Isabella en haussant le ton. La mère d'Isabella se leva de la table d'honneur. Son père fronça les sourcils. Les invités sortirent leur téléphone portable. Les flashs commencèrent. Renato regarda la fillette. Elle avait ses yeux, la même forme de visage, la même fossette au menton. La ressemblance était impossible à ignorer. « Je ne sais pas qui est cet enfant, » dit-il. « Comment ça, tu ne sais pas ?» hurla Isabella. « Elle t'appelle papa, elle est exactement comme toi. » Le brouhaha s'intensifia. 300 personnes parlaient en même temps. Les téléphones enregistraient, des photos étaient prises. La nouvelle s'affichait déjà sur les réseaux sociaux. Scandale au mariage Montenegro, Ferreira da Costa. Le millionnaire a une fille cachée. La fiancée découvre la trahison à l'hôtel. Clara tenta de parler. « Monsieur Montenegro, je peux tout expliquer, mais vous devez m'écouter. »« Expliquer quoi ?» intervint la mère d'Isabella. « Qu'il a caché une fille illégitime, qu'il a menti à ma fille ?» 3 gardes du corps s'avancèrent vers Clara et l'enfant. Renato restait paralysé. 13 ans de travail, chaque sacrifice, chaque nuit blanche, chaque affaire conclue. Tout ça pour en arriver là. En 30 secondes, tout s'effondrait. Son principal partenaire, Alberto Mendes, riait dans un coin de la salle. Il riait fort. D'autres hommes d'affaires chuchotaient, des regards de jugement, de supériorité, de satisfaction. C'est Klosterlenant et Pransoleti Docra, le garçon de la cabane restera toujours un garçon de la cabane. Isabella lui saisit le bras. Ses ongles s'enfonçaient dans la peau à travers le costume Armani. « Tu as 10 secondes pour virer cette femme et cet enfant d'ici, » siffla-t-elle. « Ou ce mariage est fini, la fusion des entreprises est finie, tout est au fini. » La petite commença à pleurer, un son aigu, effrayé. Clara tenta de la prendre, mais Laura s'agrippa encore plus fort à la jambe de Renato. 300 paires d'yeux attendaient. Le prêtre ne savait pas quoi faire. La musique s'était complètement arrêtée. Le silence était assourdissant. Renato regarda Isabella, puis l'enfant, puis Clara. Comment une enfant qu'il n'avait jamais vue de sa vie pouvait-elle avoir ses yeux, trait pour trait ? Menteur. La voix d'Isabella fendit l'air comme un fouet. Elle lâcha le bras de Renato et recula encore de quelques pas. Sa robe Vera Wang à 30 000 raies traînait sur le sol en marbre. « Tu m'as menti, tu m'as trompé, tu as caché une fille tout ce temps. » « Isabella, je ne connais pas cet enfant, » tenta d'expliquer Renato. « Tu ne la connais pas ? Regarde-la. Elle a ton visage, tes yeux, même cette maudite fossette au menton est la même. » La mère d'Isabella, Cristina Ferreira da Costa, traversa la salle. Ses talons claquaient d'un fort sur le marbre. Elle pointa un doigt vers Renato. « Ce mariage est annulé. Immédiatement. Ma fille n'épousera pas un menteur, un escroc, » conclut le père d'Isabella, Augusto. Il était resté assis, mais sa voix résonna dans toute la salle. 13 contrats signés entre nos entreprises, des millions de raies. Et tu nous caches ça. Les flashs des téléphones illuminèrent la salle, des dizaines, des vidéos étaient enregistrées, 300 témoins capturés en chaque seconde. « Vous voyez ça, les gens ?» chuchota quelqu'un trop fort. « Le scandale de l'année. Il a toujours été louche, je ne l'ai jamais aimé. » Pauvre Isabella. Renato vit son partenaire principal, Alberto Mendes, dans un coin. Il riait fort. D'autres hommes d'affaires autour de lui riaient aussi. L'un d'eux prit une photo, un autre tapait déjà sur son téléphone. « Renato Montenegro, l'homme qui s'est fait tout seul » dit Alberto à voix haute aux autres. « J'ai toujours su qu'il cachait de la boue.
Un homme qui monte trop vite a toujours des squelettes dans le placard. Rire. Je parie qu'il a d'autres gosses éparpillés partout, commenta un autre homme d'affaires. Combien de bonnes a-t-il dû mettre enceinte? Encore plus de rire. Clara tenta de s'approcher. S'il vous plaît, laissez-moi expliquer. Ce n'est pas ce que vous croyez. Taisez-vous, hurla Christina. Vous n'avez pas le droit de parler ici. Sécurité. 2 gardes du corps saisirent Clara par les bras. Elle se débattit. Non, vous ne comprenez pas. Je dois expliquer. Laura pleurait fort. Son petit corps tremblait maintenant. Elle s'accrochait toujours à la jambe de Renato. Papa, pourquoi il crie? Papa, j'ai peur. Elle a même appris à l'enfant à l'appeler papa, commenta une invitée. Quelle absurdité. Ces femmes n'ont pas honte. Elles veulent arnaquer les riches. Pauvre Isabella, apprendre ça à son propre mariage. Les murmures s'intensifiaient. Les voix se chevauchaient, les jugements volèrent comme des flèches. Isabella s'approcha de nouveau de Renato. Des larmes coulaient sur son maquillage impeccable, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de colère, d'humiliation. « Je t'ai fait confiance, chuchota-t-elle, la voix tremblante. Je t'ai défendu devant ma famille. Mon père ne voulait pas de cette fusion. Il disait que tu n'avais pas de lignée, que tu étais un nouveau riche, qu'on ne pouvait pas te faire confiance. J'ai dit qu'il avait tort, que tu étais différent. » Elle rit. Un rire amer brisé. « Mais il avait raison. Tu n'es qu'un escroc, un menteur. Isabella, s'il te plaît, ne me touche pas. » Elle le poussa à la poitrine. Renato vacilla, toute la salle regardait. 300 personnes étaient en témoin de la chute de Renato Montenegro. Augusto Ferreira da Costa se leva, ajusta sa veste, s'approcha de Renato d'un pas mesuré, s'arrêta à 1 mètre de lui. « Les contrats entre nos entreprises seront résiliés demain matin, dit-il, voix basse mais ferme. 50 millions de pertes. Mes avocats étudieront les motifs pour un procès pour préjudice moral envers ma fille. Monsieur Ferreira, je n'ai rien fait. » Silence. Le ton était glacial. Vous avez trompé ma famille, souillé le nom Ferreira da Costa. Depuis 400 ans, notre famille maintient une réputation impeccable dans ce pays. Et vous avez amené votre bâtarde à notre mariage. Renato eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Sécurité, faites sortir cette femme et cet enfant immédiatement, ordonna Augusto. Et monsieur Montenegro peut sortir aussi. Ce mariage n'aura pas lieu. Les gardes s'avancèrent. L'un d'eux tenta de prendre Laura. La fillette hurla. Non, non, papa. Clara luttait contre les gardes qui la tenaient hante. « S'il vous plaît, vous ne comprenez pas, ce n'est pas sa fille. S'il vous plaît, écoutez-moi. » Mais personne n'écoutait. Le prêtre partit discrètement. L'orchestre rangeait ses instruments. Les serveurs cessèrent le service. Les invités commencèrent à se lever, prenant leurs sacs et leurs vestes. « Quel cirque !» commenta quelqu'un. « Je m'en vais. Je ne veux pas faire partie de cette honte. » Pauvre Isabella, quelle humiliation. Renato a toujours été trop ambitieux. Maintenant, on sait pourquoi. Il voulait entrer dans notre société, mais il n'a pas le caractère pour ça. Les mots transperçaient à Renato comme des balles. Ambitieux, sans caractère, escroc, menteur, nouveau riche, sans origine. Son partenaire Alberto s'approcha, souriant d'un sourire venimeux. « Tu sais, Renato, j'ai toujours su que ce jour arriverait, dit-il doucement. Juste pour Renato. Tu n'as jamais été l'un des nôtres. Tu ne le seras jamais. Tu peux avoir de l'argent, tu peux construire des immeubles, tu peux porter un costume italien, mais tu resteras toujours le gamin du bidonville qui livrait des documents à vélo. » Alberto tapota l'épaule de Renato avec force et condescendance. « Bonne chance pour les explications aux autres associés. Je parie qu'ils voudront ton départ de l'entreprise. Un tel scandale tache la marque. » Il s'éloigna, souriant toujours. La moitié des invités étaient déjà partis, l'autre moitié prenait des photos, filmait, discutait par groupe. Certains regardaient avec pitié, la plupart regardaient avec satisfaction. La chute de l'arrogant nouveau riche. Isabella enleva son voile, le jeta par terre, le piétina. « Je te hais, dit-elle à Renato, puis elle se tourna vers les invités restants. « Le mariage est annulé, vous pouvez partir. » Elle sortit en courant, retenant sa robe. Christina courut après elle et Augusto s'arrêta à la porte, regarda Renato une dernière fois. « Tu n'as jamais été digne de ma fille. Maintenant, tout le monde le sait. » Et il sortit. Renato resta debout au même endroit. L'autel décoré de fleurs blanches, la musique qui aurait dû jouer, les vœux qu'il aurait dû prononcer. Tout planifié, tout parfait, tout détruit. Il regarda autour de lui. L'immense salle semblait maintenant plus petite, étouffante. Les murs se refermaient, l'air devenait lourd, difficile à respirer. 13 ans. 13 ans de travail, de sacrifice, de nuits blanches, d'affaires conclues, d'ascension marche après marche, détruit en 10 minutes. Laura pleurait toujours, agrippée à sa jambe. Clara se débattait toujours avec les gardes. Les derniers invités partaient, regardant en arrière, chuchotant.
Renato sentit ses jambes flancher, faillit tomber, s'agrippa au bord de l'autel. Le bois poli était froid sous ses doigts. Comment cela était-il arrivé ? Comment toute sa vie s'était-elle effondrée en quelques secondes ? Il contrôlait chaque variable, planifiait chaque détail, calculait chaque risque, et une fillette de 6 ans avait tout détruit. Les souvenirs l'envahirent, pas les bons, les mauvais, ceux qu'il essayait d'oublier. Il avait 8 ans. École publique, basket déchirée, pantalon raccommodé, les garçons riches de l'école privée voisine se moquaient de lui dans la rue. « Regarde le pauvre, ta mère lave le linge. Ouais, ça doit puer. Dégage d'ici, c'est pas ta place. » Il avait 15 ans, travaillait comme coursier, entra dans un restaurant pour livrer un document. Le gérant regarda ses vêtements trempés par la pluie. « Entrée de service à l'arrière. Ton genre n'entre pas par la grande porte. » Il avait 23 ans, venait de terminer l'université. Entretien d'embauche dans une grande entreprise de construction. Le directeur regarda son CV. « Université publique ? Nous préférons embaucher ceux du privé. Une question de standing, vous comprenez ? » Il avait 28 ans, premier million gagné, entra chez un concessionnaire de voitures importées. Le vendeur l'ignora, servit un homme en costume arrivé après Renato, entra dans le salon de voitures importées. Le vendeur l'ignora et servit un homme en costume arrivé après lui. « Excusez-moi, cette voiture ne correspond pas tout à fait à votre profil. Toutes les humiliations, toutes les portes fermées, tous les regards méprisants. » Il avait tout surmonté, ou du moins le pensait-il. Il avait bâti un empire, gagné des millions, portait des costumes italiens, conduisait des voitures allemandes et vivait dans un manoir, mais il restait le gamin des favelas. Et maintenant, au moment qui devait être sa gloire, sa reconnaissance ultime, son entrée définitive dans l'élite, on le mettait de nouveau à la porte. L'ironie était brûlante. Quand il était pauvre, on l'humiliait pour son manque d'argent. Maintenant qu'il était riche, on l'humiliait pour son manque de pédigré, pour l'absence d'un nom ancien, parce qu'il était un nouveau riche. Ce ne serait jamais assez, il ne serait jamais accepté, il ne deviendrait jamais l'un d'eux. Renato regarda Laura. La petite fille avait cessé de pleurer et le regardait avec d'immenses yeux bruns, les mêmes que les siens. Comment était-ce possible ? Il n'avait jamais vu cet enfant, n'avait jamais touché Clara au-delà des salutations formelles, n'avait jamais eu de relation avec aucune employée. Mais la ressemblance était indéniable. Le même visage, les mêmes yeux, la même fossette. La colère lui monta à la gorge, brûlante, étouffante. Colère contre Clara pour avoir amené cet enfant, pour avoir causé ce scandale, pour avoir ruiné son mariage, ses contrats, sa réputation. Colère contre Laura d'exister, d'avoir son visage, de l'appeler papa. Colère contre Isabella de ne pas l'avoir écoutée, de l'avoir humiliée publiquement, d'avoir tout détruit sans chercher à comprendre. Colère contre Albert pour son rire, contre les invités pour leur jugement, contre Auguste pour son mépris, et colère contre lui-même. Pourquoi ? Pourquoi lui ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi toujours lui ? Il avait suivi toutes les règles, travaillé dur, joué franc jeu, posé chaque brique honnêtement. Et pourtant, l'univers le mettait quand même à genoux. Renato sentit quelque chose d'humide sur son visage. Il toucha une larme. Il n'avait pas pleuré depuis l'enterrement de sa mère, 15 ans auparavant, mais il ne pouvait plus s'arrêter. Des années de douleur contenue sortaient. Les humiliations accumulées, les refus essuyés, les portes fermées, les regards méprisants, les rires de supériorité, tout sortait dans des larmes silencieuses. La salle était presque vide. Seuls quelques employés débarrassaient pan les verres. Les gardes tenaient en toujours Clara. Laura s'accrochait encore à sa jambe. Renato Montenegro, millionnaire, homme d'affaires prospère, l'homme qui avait bâti un empire, était brisé. Plus brisé que lorsqu'il vivait dans le bidonville, car là-bas au moins, il avait encore de l'espoir. Il croyait encore que s'il travaillait dur, s'il s'élevait, s'il gagnait de l'argent, on l'accepterait et le respecterait. Mais maintenant, il connaissait la vérité. Ce ne serait jamais assez. Il était l'éternel étranger, l'envahisseur, celui qui n'est pas à sa place. Renato ferma les yeux, prit une profonde inspiration, tenta de retenir ses larmes, mais lorsqu'il rouvrit les yeux et regarda Laura, il vit ses propres yeux le fixer en retour, et une question lui transperça la poitrine comme une lame. « Qui est cette fille ? Lâchez-la » La voix de Renato était rauque mais ferme. Les gardes le regardèrent avec confusion. « Monsieur Montenegro, Monsieur Ferreira a ordonné... » « J'ai dit de la lâcher. » Les gardes hésitèrent, puis obéirent. Clara tomba à genoux sur le sol. Ses mains tremblaient. Elle respirait avec difficulté. Renato s'accroupit et regarda Laura. La petite fille avait cessé de pleurer et essuyait ses larmes avec ses mains sales. « Qui es-tu » demanda-t-il d'une voix douce. « Je suis Laura » répondit la fille. « Tu es mon papa. Maman Clara a dit que tu étais revenu. »« Non, monsieur Montenegro » interrompit Clara, toujours à genoux. Elle était paniquée. «
S'il vous plaît, laissez-moi expliquer. J'ai des papiers, j'ai des preuves. C'est un terrible malentendu. » Renato la regarda. Clara avait des larmes sur le visage, ses mains tremblaient encore. Elle avait l'air désespérée. « Alors expliquez-vous, » dit-il. Clara prit une profonde inspiration, saisit le sac qu'elle avait laissé tomber à l'entrée, l'ouvrit et sortit une enveloppe jaunie qu'elle tendit à Renato d'une main tremblante. « Laura n'est pas votre fille, monsieur Montenegro. C'est votre nièce. » La salle plongea dans le silence. Les quelques employés encore présents s'arrêtèrent et regardèrent. « Nièce » répéta Renato. « Oui, c'est la fille de Raphaël Montenegro, votre frère jumeau. » Renato sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Je n'ai pas de frère. »« Si, vous en aviez un, » Clara déglutit. « Raphaël est mort il y a 6 mois. Accident de moto à Goiânia. J'étais sa compagne. Laura est notre fille. » Renato ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvait l'acte de naissance de Laura Montenegro Silva. Père, Raphaël Montenegro Silva. Mère, Clara Silva Santos, date de naissance, 15 mars 2019. Il y avait une photo, un homme, un visage identique à celui de Renato, absolument identique. Les mêmes yeux bruns, le même nez, la même fossette au menton, la même mâchoire, identique. Comment, chuchota Renato, comment est-ce possible ? Clara prit une grande inspiration et commença à parler, la voix basse mais ferme. Votre père, monsieur Montenegro, Paolo Montenegro Silva. Il a eu une autre relation avant de rencontrer votre mère avec une femme nommée Adriana. Ils ont eu un fils, Raphaël, votre jumeau. Mais votre père a abandonné Adriana quand il a su qu'elle était enceinte. Il s'est enfui et a rencontré votre mère un mois plus tard. Il n'a jamais parlé de Raphaël, n'a jamais payé de pension, n'est jamais revenu. Renato sentit la nausée monter. Son père, l'homme qu'il avait abandonné quand il avait 5 ans. L'homme qu'il haïssait, qui ne l'avait jamais cherché, jamais appelé. Il avait un autre fils, son jumeau, et Renato ne l'avait jamais su. Raphaël a grandi sans père aussi, poursuivit Clara. Comme vous, mais dans le Goiás. Sa mère a travaillé comme femme de ménage toute sa vie. Il m'a raconté qu'il avait toujours rêvé de rencontrer son frère, qu'il a appris votre existence à 18 ans. Il a trouvé un vieil acte de naissance à l'état civil. Paolo Montenegro Silva, le même père. Des dates proches, des jumeaux. Les larmes coulaient l'un sur le visage de Clara. Raphaël a essayé de vous contacter plusieurs fois, mais vous êtes un homme important, un homme d'affaires, un millionnaire. Lui n'était qu'un mécanicien à Goiânia, il n'a jamais pu passer le barrage de votre secrétaire. Il a abandonné, mais il a toujours suivi votre vie de loin. Il lisait des articles sur vous dans les magazines, il était fier. « Mon frère a réussi, disait-il, mon frère a gagné. » Renato n'arrivait plus à respirer correctement. Il regarda de nouveau la photo. Raphaël, son frère jumeau, un visage identique. Mais d'autres yeux, plus gentils, un sourire plus ouvert. « Il y a 1 an, Laura est tombée malade, » continua Clara, la voix brisée. « Leucémie. Elle a besoin d'une greffe de moelle osseuse. Je ne suis pas compatible. Les médecins ont dit que la famille biologique avait plus de chance. Raphaël était compatible, mais il n'a pas pu continuer. » Des sanglots lui échappèrent. L'accident a eu lieu il y a 6 mois. Il allait au travail. Un camion a perdu le contrôle, choc frontal. Raphaël est mort sur le coup. Silence absolu dans la salle. Avant de mourir, il vous a écrit une lettre. Il m'a demandé de vous la remettre, de vous trouver. Pas pour l'argent, mais pour Laura. Elle a besoin d'une famille, elle a besoin d'une greffe, et vous êtes le seul parent par le sang qu'il lui reste. Clara sortit de l'enveloppe une lettre plus jaunie, pliée plusieurs fois, et la tendit à Renato. Il l'ouvrit de ses mains tremblantes. L'écriture était irrégulière, manuscrite à l'encre bleue. « Renato, tu ne me connais pas, mais moi je te connais. Je suis Raphaël, ton frère jumeau. Notre père nous a abandonnés. Moi le premier, toi ensuite. 2 fils dont il ne voulait pas. Pendant des années, je t'ai observé de loin. Je t'ai vu grandir, vaincre, bâtir un empire. J'étais fier. Tu as réussi ce que je n'ai jamais réussi. J'ai voulu te trouver plein de fois, mais j'ai toujours pensé que tu ne voudrais pas savoir que j'existe. Tu es millionnaire, je suis mécanicien. Tu vis dans un manoir, je vis en location. Tu es quelqu'un, je ne suis personne. Mais maintenant, je dois te demander quelque chose. Laura, ma fille, est malade. Leucémie, besoin d'une greffe. Je suis compatible, mais s'il m'arrive quelque chose, tu es le seul qui puisse la sauver. Je ne demande pas d'argent. Je demande que tu rencontres ta nièce, que tu fasses les tests, que tu l'aides à vivre si c'est possible. Elle est tout pour moi. Et elle a tes yeux, mon frère. Les mêmes yeux que je vois dans le miroir tous les jours. Si tu lis ceci, c'est que je suis déjà mort. Pardonne-moi de demander ça après, mais j'espère que tu comprendras. Tu es son dernier espoir. Merci d'exister, mon frère. Même sans me connaître, tu m'as donné de l'espoir toute ma vie.
Voir quelqu'un qui me ressemble gagner m'a fait croire que c'était possible. Prends soin de Laura pour moi. Raphaël Montenegro Silva. Renato finit de lire, plia la lettre et ferma les yeux. Un frère. Il avait un frère jumeau et il ne l'avait jamais su, jamais rencontré, n'avait jamais eu la chance de le rencontrer, et maintenant il était mort. Il regarda Laura. La fillette l'observait. De grands yeux effrayés, innocents. Elle n'était pas son scandale, elle était sa famille, la seule famille de sang qu'il avait au monde. Renato resta silencieux un temps qui sembla une éternité. Il tenait fermement la lettre, les mots résonnant dans son esprit. « Tu m'as donné de l'espoir. » Raphaël avait observé sa vie de loin, fier, voyant en lui la preuve qu'on pouvait vaincre. Deux garçons abandonnés par le même père. L'un avait bâti un empire, l'autre travaillait comme mécanicien. Et Renato n'avait jamais su qu'il y avait quelqu'un qui le soutenait, quelqu'un qui partageait son sang, sa douleur, son histoire. C'était trop tard maintenant. Trop tard pour connaître Raphaël, serrer son frère dans ses bras, lui dire qu'il n'était pas seul, partager les victoires et les défaites. Mais Laura était vivante, malade et avait besoin de lui. Renato regarda autour de lui. La salle était presque vide. Juste quelques employés, les gardes, Clara à genoux sur le sol. Laura s'accrochait toujours à sa jambe. Et au fond, près de la sortie, quelqu'un qu'il n'avait pas remarqué. Un homme en blouse blanche, cheveux gris, lunettes rondes. L'homme s'approcha d'un pas lent et calculé. « Monsieur Montenegro, dit-il. Je suis le docteur Henri Calves, oncologue pédiatrique. J'étais ici en tant qu'invité. J'ai entendu toute la conversation. » Renato le regarda, attendant. « L'histoire de Clara est vraie. Je connais le cas de Laura. Elle est ma patiente depuis 1 an. Leucémie lymphoblastique aiguë. Stade avancé. Sans greffe, elle a au maximum 6 mois à vivre. » Les mots tombèrent comme des pierres. 6 mois. Si vous êtes compatible, continua le docteur, les chances de succès de la greffe sont de 80%. Pour les frères et sœurs, la compatibilité est de 25%. Pour les oncles et tantes, environ 12%. Mais pour les frères jumeaux, pour les vrais jumeaux, la compatibilité génétique est de pratiquement 100%. Ce qui signifie que vous et Raphaël étiez identiques. S'il était compatible avec Laura, le docteur s'arrêta, laissant la phrase en suspens. Il y a une grande probabilité que je le sois aussi, conclut Renato. Exactement. Renato regarda à nouveau Laura. La petite avait 6 ans. Le même âge que lui quand son père l'avait abandonnée. Le même âge que lorsque son monde s'était effondré pour la première fois. Elle n'était coupable de rien. Elle n'avait pas demandé à être malade, ni à perdre son père, ni à faire irruption dans le mariage de quelqu'un d'autre. C'était juste une petite fille effrayée qui avait vu une photo de son oncle et cru que son père était revenu. 13 ans. Renato avait passé 13 ans à bâtir un empire, à courir après la reconnaissance, à chercher l'approbation de l'élite, désirant appartenir à un monde qui ne l'accepterait jamais complètement. Et en 13 minutes, ce monde l'avait de nouveau banni. Mais ici, accroché à sa jambe, il y avait quelque chose de réel, quelque chose de vrai, quelque chose de vraiment important. Une famille. Pas la famille qu'il essayait d'acheter par un mariage, pas une famille avec un nom ancien et 400 ans d'histoire, mais une famille par le sang, par la douleur partagée, par l'abandon vécu, par la lutte quotidienne. Renato s'accroupit à la hauteur de Laura et la regarda dans les yeux. Ses propres yeux le regardaient en retour. « Tu veux que je devienne ton papa ?» demanda-t-il doucement. Laura hocha timidement la tête. « Mon papa est la mort, mais maman Clara a dit que j'avais un oncle, oncle Renato. Elle a dit que tu ressemblais à mon papa. C'est vrai. » Renato sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Pas de douleur, quelque chose d'autre. Quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis très longtemps. Un but. « C'est vrai, dit-il. Ton papa était mon frère. Je ne le connaissais pas, mais lui me connaissait, et il m'a demandé de prendre soin de toi. »« Tu vas le faire ?» demanda Laura d'une voix faible, pleine d'espoir. Renato regarda Clara, puis le docteur, puis la salle vide. Les fleurs blanches décoraient encore l'autel, l'endroit où devait avoir lieu son mariage, son entrée dans l'élite, sa reconnaissance ultime. Mais plus rien de tout cela n'avait d'importance. « Je vais le faire, répondit-il, je le promets. » Laura sourit pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans la salle. Un sourire petit, timide, mais réel. Renato la prit dans ses bras. Elle était légère, très légère, trop légère pour une enfant de 6 ans. La maladie la dévorait. « Docteur, dit Renato, quand pouvons-nous faire les analyses ? » ?»« Dès demain, si vous le voulez. J'ai un cabinet privé, nous pouvons accélérer le processus. »« Je le veux. Si je suis compatible, combien de temps avant la greffe ? » 2 semaines de préparation, 1 mois de récupération. Mais nous devons agir vite. Son temps est compté. Renato acquiesça et serra Laura plus fort.
La fillette posa sa tête sur son épaule et soupira. Un soupir de soulagement, de sécurité. Clara se releva, tremblant encore, les larmes coulant toujours. « Monsieur Montenegro, je suis tellement désolé d'avoir causé tout ça. Je ne voulais pas détruire votre mariage. C'est juste que je n'avais plus d'option. Laura a vu votre photo dans le magazine. Elle a pensé que c'était son père. Elle s'est enfuie quand je ne regardais pas. Je vous jure, je n'avais pas prévu ça. » Renato la regarda. Clara était jeune, peut-être 28 ans. Un visage fatigué, des cernes profonds, des mains calleuses, à force de dur labeur. Elle avait perdu l'homme qu'elle aimait, élevé seule une fille malade, travaillé comme femme de ménage pour payer les factures et luttait quand même sans abandonner. Comme sa mère, Doña Marta, qui lavait du linge jusqu'à ce que ses mains se fissurent, qui se levait à 400 du matin pendant des années, qui n'avait jamais abandonné pour son fils. « Tu n'as rien détruit, Clara, » dit Renato d'une voix ferme. « Tu as sauvé quelque chose que j'avais besoin de sauver, et je ne le savais même pas. » Il regarda de nouveau autour de lui. La salle vide, les fleurs, l'hôtel, la vie qu'il avait presque eue. Et il comprit qu'il ne regrettait rien, ne ressentait aucune perte, mais un soulagement. 13 ans à courir après quelque chose qui ne l'aurait jamais rendu heureux. 13 ans à bâtir des châteaux de sable. 13 ans à se vendre pour être accepté par des gens qui ne l'accepteraient jamais vraiment. Mais maintenant, avec Laura dans ses bras, il ressentait autre chose. Il sentait qu'il était exactement là où il devait être. Renato reposa doucement Laura au sol. La fillette lui prit la main. Ses petits doigts s'entrelacèrent avec les siens. Il regarda la salle. Il y avait encore des gens. Peu, mais assez. Les employés du palais débarrassaient Pont-les-Verts. Les gardes aux sorties. Le photographe officiel rangeait encore son matériel. Quelques invités attardés discutaient à la porte, regardant en arrière avec une curiosité malsaine. Et au fond, il la vit. Isabella était revenue, elle se tenait à l'entrée avec sa mère et le regardait. Son visage était encore rouge de larmes, son maquillage coulait. Renato prit une profonde inspiration et marcha vers elle. Laura et Clara le suivirent. Leurs pas résonnaient en écho dans la salle vide. Chaque pas semblait peser une tonne, mais il continuait d'avancer. Mettant un pied devant l'autre, il s'arrêta à 2 mètres d'Isabella. « As-tu entendu » demanda-t-il. Isabella hocha la tête, les yeux rouges. Elle avait tout entendu de loin. L'histoire de Raphaël, la lettre, la nouvelle de la maladie de Laura, la greffe. « Alors tu sais que je n'ai pas menti, » poursuivit Renato. « Je n'avais pas de fille cachée. Je n'en savais rien. »« Je sais, » chuchota Isabella. Christina, sa mère, croisa les bras. « Cela ne change rien. Le scandale a déjà éclaté. Les photos sont déjà sur Internet. Notre réputation est entachée. »« Maman, s'il te plaît, » commença Isabella. « Non, Isabella, tu ne peux pas envisager de continuer ainsi. Il a une nièce malade. Cela va devenir un cirque. La presse va s'acharner, les hôpitaux, les traitements. Et si la gamine meurt, imagine le scandale. » Renato sentit la colère monter, froide, contrôlée. « La gamine a un nom, » dit-il d'une voix basse mais ferme. « Laura. Elle a 6 ans. Elle est chez Mourante et c'est ma famille. »« Famille » ria amèrement Christina. « Tu la connais à peine. Elle est sortie de nulle part aujourd'hui, a ruiné ton mariage, et maintenant c'est la famille ?»« Oui, » répondit Renato sans hésiter. « Oui. » Isabella fit un pas en avant et regarda Laura. La petite fille se cacha derrière la jambe de Renato. « Bonjour Laura, » dit doucement Isabella en essayant de sourire. « Tu ressembles beaucoup à ton oncle. » Laura ne répondit pas, elle se contenta de regarder avec ses grands yeux. Isabella soupira et regarda Renato. Pendant un instant, il vit quelque chose de différent dans son regard. Ni colère, ni indignation, mais quelque chose de plus doux, presque de la compréhension. « Renato, dit-elle, je comprends vraiment. C'est ta nièce. Elle est malade. Tu veux aider ? C'est noble. » « Mais, demanda Renato. Il savait ce qui allait suivre. « Mais je ne peux pas faire partie de ça. » Les larmes coulèrent à nouveau. « Je ne peux pas me marier au milieu de ce scandale. Ma famille n'acceptera pas. La société va jaser et je ne suis pas assez forte pour ça. » Elle retira son alliance. Un diamant de 3 carats, 100 000 réaux. Renato l'avait choisi personnellement. Elle lui tendit la bague. « Désolée, chuchota-t-elle. Tu es un homme bon, meilleur que je ne le pensais. Mais je ne peux pas. » Renato regarda la bague. Elle brillait sous la lumière du lustre, reflétant les couleurs, des promesses brisées, figées dans du carbone compressé. Il ne la prit pas. « Garde-la, dit-il. Vends-la, donne-la, jette-la, peu importe. » Isabella referma sa main sur la bague, ses larmes redoublèrent. « Tu ne m'en veux pas ?» demanda-t-elle. Renato secoua la tête. « Non, je me sens soulagé. »« Soulagé ? » Oui. Il la regarda vraiment pour la première fois depuis des mois.
Tu as raison, tu n'es pas assez forte. Et je t'ai utilisée. Je t'ai utilisée pour entrer dans un monde qui n'a jamais voulu m'accepter vraiment. Ce n'est pas juste pour toi, ce n'est pas juste pour moi. » Il recula d'un pas et reprit Laura dans ses bras. « J'ai passé 13 ans de ma vie à essayer d'être accepté, d'appartenir à ce monde. J'ai construit des immeubles, gagné des millions, porté des costumes hors de prix. Tout ça pour que des gens comme ta famille m'acceptent. Mais aujourd'hui, j'ai compris quelque chose. » Il s'arrêta et soupira. « Je ne veux plus être accepté par vous. Je veux être accepté par moi-même. » Silence. Isabella ne dit rien, elle pleurait doucement. Renato se retourna et commença à marcher vers la sortie. Laura dans les bras, Clara à ses côtés. « Renato » l'appela Isabella. Il s'arrêta mais ne se retourna pas. « J'espère qu'elle se rétablira. » Sincèrement. Renato hocha la tête et continua sa marche. En franchissant la porte, il ressentit quelque chose d'étrange, une légèreté comme s'il s'était délesté d'un fardeau d'une tonne. 13 ans de poids, 13 ans à essayer d'être quelqu'un qu'il n'était pas. Il installa Laura sur la banquette arrière de la Mercedes. Clara s'assit à côté. Le chauffeur regarda dans le rétroviseur, confus. « Où allons-nous, monsieur Montenegro ?»« À l'hôpital, dit Renato, le plus vite possible. » La voiture démarra, laissant derrière elle le palais des cèdres, les fleurs blanches, l'hôtel décoré et la vie qu'il avait failli avoir. Laura appuya sa tête contre la vitre, regardant défiler les lumières de la ville. « Fatigué. Très fatigué, oncle Renato, chuchota-t-elle. Dis, tu ne vas pas partir toi aussi ?» La question transperça la poitrine de Renato, si innocente, si pleine de peur, si pleine d'une expérience d'abandon déjà vécue. « Non, dit-il en se tournant pour la regarder. Je te promets que je ne partirai jamais. Papa avait promis aussi, mais il est parti. Ton papa ne voulait pas partir, Laura. C'était un accident. Il t'aimait très fort, et il a laissé une lettre pour me demander de prendre soin de toi. Tu sais ce que cela signifie ?» Laura secoua la tête. « Cela signifie que même après sa mort, il pensait encore à toi, il te protégeait encore. Il m'a envoyé vers toi. » Laura réfléchit un instant, puis hocha la tête. « Alors, tu es un cadeau de mon papa ?» Renato sourit. Pour la première fois depuis des heures, il sourit vraiment. « Oui, je suis un cadeau de ton papa, et toi, tu es son cadeau pour moi. » Ils arrivèrent à l'hôpital en 20 minutes. Le docteur Henrique était déjà là. On l'avait appelé à l'avance et il avait tout préparé. L'équipe de garde, la salle d'examen, tout était prêt. Renato tenait la main de Laura pendant qu'il marchait dans les couloirs blancs. L'odeur de désinfectant, les néons, le son lointain des moniteurs cardiaques. « J'ai peur des aiguilles, dit Laura. « Moi aussi, avoua Renato. C'est vrai, vraiment. Quand j'étais enfant, je fuyais l'infirmière à l'école. » Laura rit, un son petit mais sincère. Ils firent les analyses, la prise de sang, programmèrent les examens. Les résultats seraient là dans 48 heures. Ensuite, Renato emmena Laura et Clara dans son manoir. Des milliers de mètres carrés qui l'avaient toujours semblé vides. 12 chambres qui n'avaient jamais accueilli d'invités, mais qui en avaient désormais. Clara regardait autour d'elle avec de grands yeux. Elle n'était jamais entrée dans les zones privées. Elle ne nettoyait que les salons, la cuisine et les toilettes de service. « Monsieur Montenegro, je ne peux pas rester ici. C'est inapproprié. »« S'il vous plaît, dit Renato. Appelle-moi Renato, et Laura a besoin de soins. Tu vivras ici jusqu'à ce qu'elle guérisse. »« Mais mon travail... »« Tu ne travailles plus comme femme de chambre. Tu t'occuperas de Laura à plein temps. Je te paierai le double de ton salaire actuel. » Clara tenta de protester. Renato leva la main. « Ce n'est pas de la charité, c'est la famille. On prend soin de la famille. »« Famille. » Le mot sonnait étrangement. « Bien. Juste. » Renato montra à Clara l'une des chambres d'amis, puis emmena Laura dans celle d'à côté. Un lit king size, du papier peint neutre, une décoration minimaliste. « Demain, nous achèterons des affaires d'enfants, dit-il. Des jouets, des poupées, ce que tu voudras. » Laura s'était déjà couchée. Ses yeux se fermèrent de fatigue. La journée avait été trop longue pour une enfant malade. « Oncle Renato, marmonna-t-elle, s'endormant presque. Dis, tu ressembles vraiment à mon papa. Même la voix. » Renato sentit une boule dans sa gorge. Il s'assit au bord du lit, passa la main dans ses cheveux. Doucement. « Dors, Laura, demain nous prendrons soin de toi. » Elle s'endormit en quelques secondes. Renato resta là, observant cette minuscule petite fille dans cet immense lit. Une respiration douce, un visage paisible. Son frère jumeau avait créé cet enfant. Raphaël, l'homme qu'il n'avait jamais connu, l'homme qui partageait son ADN, sa douleur, son histoire et qui était maintenant mort, mais qui avait laissé Laura, un morceau de lui-même, encore vivant. Renato sortit de la chambre, ferma doucement la porte, descendit au salon et s'assit sur le canapé en cuir italien. Très cher mais inconfortable.
Il regarda autour de lui. Des tableaux modernes au mur, choisis par un designer, il n'y comprenait rien. Des meubles minimalistes, une froideur calculée, tout pour impressionner les invités. Mais c'était vide, ça l'avait toujours été. Il prit son téléphone, 53 messages non lus, des appels manqués, des emails. Il ouvrit un message d'Alberto, son associé. Réunion d'urgence demain. Les associés veulent te discuter de votre maintien dans l'entreprise. Son avocat Ferreira da Costa avait envoyé une notification de rupture de contrat. Perte estimée, 50 millions. Les magazines mondains affichaient des titres en gros caractères. Le scandale Monténégro, l'homme d'affaires a une fille cachée. Les blogs de potins, le mariage de l'année, annulé après l'apparition d'une enfant mystérieuse. Les commentaires sur les réseaux sociaux, des milliers. La plupart cruels, certains encourageants, mais la grande masse jugeait, riait, célébrait sa chute. Le pauvre garçon qui était monté trop haut finissait par tomber. Renato éteignit son téléphone et le jeta sur le canapé. Rien de tout cela n'avait d'importance. Plus d'importance. Pour la première fois en 13 ans, Renato Montenegro dormit paisiblement. Profitant de cette partie de l'histoire, dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Sérieusement, je lis tout et je réponds avec amour à ceux qui participent avec moi. La nouvelle se répandit vite, très vite. Le lendemain matin, le scandale du mariage était sur tous les portails. Des photos de Laura courant dans la salle, une vidéo d'Isabella en train de crier, une image de Renato portant la petite fille. Les titres variaient, certains cruels, d'autres sensationnalistes, peu étaient injustes. Le millionnaire Renato Montenegro annule son mariage après l'apparition d'une fille présumée. Scandale, la mariée découvre une trahison à l'hôtel. L'homme d'affaires a un enfant caché avec une employée. Mais il y en avait d'autres. Plus tard, quand toute l'histoire filtra, la vérité sur le scandale Montenegro. Une nièce malade a besoin d'une greffe. Un homme d'affaires choisit la famille plutôt qu'un mariage d'intérêt. Renato Montenegro fait don de 5 millions à l'Institut de recherche sur la leucémie infantile. Cette dernière nouvelle, Renato avait insisté pour la publier personnellement. 5 millions, l'argent qui aurait été dépensé pour le mariage, la lune de miel, le contrat avec Ferreira Costa. Maintenant, ils iraient à la recherche pour aider d'autres Laura. L'opinion publique commença à changer. Lentement, mais elle changea. Les gens qui le condamnaient commencèrent à se taire. Des mères ayant perdu des enfants à cause de la leucémie commentaient pour le soutenir. Des survivants du cancer infantile envoyaient des messages « Vous avez fait le bon choix. Que Dieu bénisse Laura. Le monde a besoin de plus d'hommes comme ça. » Mais tout le monde ne changea pas d'avis. L'élite de Sao Paulo, en particulier, garda ses distances. Renato Montenegro avait brisé le protocole. Il avait choisi une enfant malade plutôt qu'un contrat de 50 millions. Il avait fait passer le cœur avant les affaires. Pour eux, c'était inacceptable. C'était de la faiblesse. C'était un manque de sens des affaires. Une assemblée extraordinaire fut convoquée chez Montenegro Corporation. 5 associés, une grande table, une salle de réunion au 20e étage, vue sur tout São Paulo. Alberto Mendes menait la conversation, comme toujours. « Renato, allons droit au but. Votre image est compromise. Le scandale a affecté notre marque. Nous avons perdu le contrat avec Ferreira da Costa de 50 millions. D'autres clients revoient leur partenariat. Nous devons limiter les dégâts. » Renato était assis en bout de table, dans un costume simple, sans cravate. Pour la première fois depuis des années, il s'était présenté à une réunion sans cravate. « Que proposez-vous » demanda-t-il. « Une suspension temporaire » dit un autre associé. « 6 mois, le temps que tout se calme. Pendant ce temps, Alberto assumera les fonctions de PDG par intérim. » Renato eut un sourire amer. « Vous voulez m'écarter de ma propre entreprise ?»« C'est pour l'entreprise » dit Alberto faussement. « Pour le bien de tous. Vous comprenez ?» Renato se leva, s'approcha de la fenêtre, regarda la ville en bas. Les immeubles, les voitures, les gens minuscules. Certains vivaient dans des appartements qu'il avait construits, travaillaient dans des bureaux qu'il avait érigés. 13 ans à bâtir tout cela, et en 21 minutes de réunion, il voulait tant tout lui enlever. « Non, dit-il. »« Comment ça, non ?» Alberto se leva aussi. « Je ne serai pas suspendu. C'est mon entreprise. Je l'ai fondée. Je l'ai construite, et je continuerai à la diriger. » Renato, soyez raisonnable. 45%, l'interrompit Renato. Je détiens 45% des parts. Vous 5, vous vous partagez les 55% restants individuellement. Aucun de vous n'a plus de 12%. Ensemble, vous avez la majorité. Mais vous devez voter tous ensemble. Et je doute que tout le monde veuille me virer. Silence. Parce que Renato avait raison. Les associés échangèrent des regards. 2 d'entre eux semblaient mal à l'aise. Ils ne voulaient rien pas de ça. Ils appréciaient Renato. Ils le respectaient entre. « Alors votons » dit Alberto avec trop d'assurance. « Parfait » accepta Renato. Le vote commença.
Alberto vota pour le départ de Renato, un autre associé aussi. Mais les 3 autres votèrent contre. 3 contre 2. Avec ses 45%, Renato gardait le contrôle. Alberto devint rouge, frappa du poing sur la table. « Vous allez le regretter. Cette entreprise va couler avec lui à la barre. Il a choisi une gamine au lieu de 50 millions. » « J'ai choisi la famille au lieu de l'argent, » corrigea Renato. « Si c'est une raison pour me virer, alors cette entreprise n'en vaut pas la peine. » Il sortit de la salle, laissant les 5 associés dans le silence. 2 heures plus tard, l'un d'eux appela. Paulo Andrade, associé depuis le début. « Renato, je vous ai soutenu aujourd'hui, mais j'ai besoin de savoir. Vous allez vraiment bien. » Renato réfléchit. Oui, il avait perdu un mariage, perdu des contrats, perdu le respect de l'élite, failli perdre son entreprise, mais il avait Laura, il avait Clara, il avait une famille. « Oui, répondit-il, je vais bien. Pour la première fois depuis des années, je vais vraiment bien. » Paulo rit à l'autre bout du fil. « Alors c'est bon, seulement ne gâche pas tout complètement. »« D'accord, je vais essayer. » Le lendemain, les résultats des analyses tombèrent. Le docteur Henrik appela personnellement. Monsieur Montenegro, 98% de compatibilité, c'est presque parfait. La greffe peut être programmée pour la semaine prochaine. Renato ferma les yeux, respira profondément. 98%. Il pouvait sauver Laura. Programmez-la, dit-il, le plus vite possible. La greffe eut lieu une semaine plus tard. La procédure dura 6 heures. Renato se réveilla en salle de réveil avec une douleur dans le dos. Rien comparé à ce que vivait Laura dans la chambre voisine. Elle passa 3 semaines à l'hôpital. Chambre stérile, système immunitaire détruit. Le corps luttait pour accepter la nouvelle moelle osseuse. Ce furent des jours et des nuits difficiles, où Renato ne savait pas si elle verrait le lever du soleil. Mais Laura se battit, comme s'était battu son père, comme s'était battu son oncle, comme tous les Monténégro avaient appris à le faire, et elle gagna. 45 jours après la greffe, le docteur Henrik signa sa sortie. Laura était en rémission. Le cancer avait reculé. Son corps avait accepté la moelle. Les cellules saines se multipliaient. Elle aura besoin d'un suivi pendant des années, expliqua le médecin. Des analyses régulières, des médicaments, mais les risques de récidive diminuent en chaque mois. Renato porta Laura hors de l'hôpital. Clara pleurait à côté, des larmes de soulagement, de gratitude, d'un espoir enfin réalisé. Au cours des mois suivants, la vie de Renato changea comme il ne l'avait jamais imaginé. Le manoir de 1000 mètres carrés, autrefois silencieux comme une tombe, s'anima. Des rires d'enfants, des pas courants dans les couloirs, des dessins collés sur le frigo. Laura avait tout transformé. Pas seulement la maison, mais Renato lui-même. Lui qui travaillait 16 heures par jour, partait maintenant, à 17 heures, dîner avec Laura et Clara, aidait aux devoirs, lisait des histoires avant de dormir. Des choses simples, des choses qui semblaient auparavant une perte de temps, étaient maintenant ce qu'il y avait de mieux dans sa vie. L'entreprise continuait de fonctionner sans le contrat avec Ferreira da Costa, mais elle fonctionnait. De nouveaux clients apparurent, certains attirés par l'histoire. Des hommes d'affaires qui avaient des enfants malades, des pères ayant perdu des enfants, des gens qui voyaient en Renato quelque chose de plus que le profit, de l'humanité. Alberto Mendes quitta le partenariat 6 mois plus tard, vendit ses actions et partit dans une entreprise concurrente. Il ne manqua pas à Renato, l'élite de São Paulo gardait ses distances. Certains couples l'invitaient encore à des événements, mais c'était différent. Il n'était plus l'homme ambitieux essayant d'entrer dans leur cercle. Il était l'excentrique qui avait choisi une nièce malade plutôt qu'un mariage millionnaire. Mais Renato découvrit quelque chose. Il ne voulait plus être là. Ses dîners ennuyeux, ses conversations vides sur des vins coûteux et des voyages sur des îles privées, ses compétitions silencieuses pour savoir qui avait le plus gros yacht. Rien de tout cela ne le comblait. Cela ne l'avait jamais comblé. Qu'est-ce qui le comblait ? C'était de voir Laura courir dans le jardin. C'était d'entendre Clara chanter dans la cuisine en préparant le café. C'était de recevoir un dessin avec l'inscription « Le meilleur oncle du monde » tracé au crayon de cire. C'était de se réveiller avec un but autre que l'argent. Renato a compris trop tard pour certaines choses, mais à temps pour d'autres, qu'il avait passé 13 ans à poursuivre un fantôme. La reconnaissance de l'élite, l'approbation de gens qui ne le verraient tant jamais comme un égal, l'appartenance à un monde bâti sur des noms de famille et de vieux héritages. Mais il n'en avait pas besoin. Il n'en avait jamais eu besoin. Ce dont il avait besoin était là tout le temps, en lui, attendant, la capacité d'aimer, d'appartenir à quelque chose de vrai, de construire une famille et non un empire. Le succès, réalisa Renato, ne se mesure pas aux contrats non signés ou aux zéros sur un compte bancaire. Il se mesure au sourire de ceux que l'on aime, aux étreintes sincères à un « je t'aime tonton » chuchoté avant de dormir.
Isabella s'est mariée 8 mois plus tard avec l'héritier d'une famille traditionnelle du Minas Gerais. Un mariage modeste, peu de photos sur les réseaux sociaux. Renato a aperçu les nouvelles et lui a souhaité du bonheur, sincèrement. Ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre, ils ne l'avaient en jamais été. C'était un arrangement commode qui aurait mené à des décennies de malheur poli. Laura l'avait sauvé de cela, sans le savoir, sans le vouloir, simplement en existant. La société juge sur les apparences, sur les voitures que nous conduisons, les vêtements que nous portons, les endroits où nous vivons. Renato l'a appris tôt. Quand il était pauvre, on le jugeait pour sa pauvreté. Quand il était devenu riche, on le jugeait pour son manque de pédigré. Il y aura toujours des jugements, il y aura toujours des portes fermées, il y aura toujours quelqu'un pour dire que tu n'es pas à ta place. La différence, c'est d'arrêter de frapper à ces portes, d'arrêter de supplier pour entrer, d'arrêter de se changer pour être accepté par ceux qui ne te méritent même pas. Renato a bâti un empire en essayant de prouver sa valeur. À qui ? À l'élite qui le méprisait ? Au père qui l'avait abandonné ? À sa mère qui était déjà morte ? Non, il essayait de se le prouver à lui-même. Il essayait de convaincre le garçon de 8 ans, battu dans la rue, qu'il valait quelque chose, qu'il méritait le respect, qu'il suffisait. Mais ce garçon n'avait pas besoin de millions pour suffire. Il n'en avait jamais eu besoin. Il suffisait simplement en existant, en survivant, en luttant. Et le Renato adulte devait apprendre ce que l'enfant Renato avait toujours su. Tu n'as pas besoin de l'approbation de quelqu'un pour avoir de la valeur. Ta valeur est intérieure, elle n'appartient qu'à toi. Personne ne peut te la donner, personne ne peut te la prendre. 6 mois après la sortie de l'hôpital de Laura, Renato était dans le jardin. Un après-midi de samedi, un soleil d'automne. Laura jouait à cache-cache avec Clara. Les rires emplissaient l'air. Le téléphone a sonné. Numéro inconnu. « Allô, monsieur Montenegro ? Ici Amanda Thor. Je suis reporter pour le magazine Época Negocios. Nous faisons un reportage sur les hommes d'affaires qui ont changé leurs priorités après des événements marquants. Voudriez-vous nous accorder une interview ?» Renato réfléchit. Auparavant, il aurait accepté immédiatement. Tout média positif, toute chance d'améliorer son image, mais maintenant... « Merci pour l'invitation, dit-il. Mais je vais refuser. Mon histoire n'est pas pour le magazine. Elle est assez personnelle, elle est pour ma famille. » Il raccrocha. Laura apparut en courant vers lui. « Tonton, viens jouer. C'est toi le chat. » Renato sourit, rangea son téléphone et courut après Laura. Elle cria, feignant la peur, mais riant beaucoup. C'était ça, son empire. Non plus fait de béton et d'acier, mais d'amour et de rire. Mieux que n'importe quel bâtiment qu'il ait jamais construit. 1 an après la greffe. Laura s'était complètement rétablie. Les cheveux avaient repoussé, les joues étaient roses, l'énergie d'une enfant en bonne santé. Les médecins célébraient, rémission complète, chance de récidive presque nulle. Renato organisa une petite fête dans le jardin du manoir. 20 personnes, de vrais amis. Peu nombreux mais vrais. Le docteur Henrique était là, Paolo Andrade, l'associé qui l'avait soutenu, aussi. Quelques employés de l'entreprise. Clara avait invité ses sœurs et ses neveux. Il n'y avait personne de l'élite. Personne avec un nom de famille important, personne feignant l'intérêt. Seulement des gens qui se souciaient vraiment d'eux. Laura souffla ses 7 bougies, fit un vœu, sourit avec du gâteau sur le visage. « Qu'est-ce que tu as souhaité ?» demanda Renato. « C'est un secret, mais je peux te le dire, » chuchota-t-elle à son oreille. « J'ai souhaité que tu sois toujours heureux. » Renato sentit les larmes monter, serra fort sa nièce dans ses bras. Cette toute petite fille l'avait sauvé. Non, c'est lui qui l'avait sauvée, c'était l'inverse. Toi aussi, Laura, toi aussi. Clara s'approcha en souriant. Une année de vie au manoir l'avait changée elle aussi. Moins fatiguée, plus légère. Renato avait insisté pour qu'elle étudie, avait payé l'université. Elle avait accepté, étudié la diététique, rêvé d'ouvrir un cabinet. « Merci Renato, dit-elle. Pour la première fois, elle l'appelait sans le « Monsieur Montenegro ». Pour tout. Pour la foi, pour ne pas avoir abandonné, pour être devenue une famille. « Merci à vous, répondit Renato, de m'avoir sauvé de moi-même. » La fête continua jusque tard. Des rires, de la musique, Laura dansait pieds nus sur l'herbe. Les enfants jouaient, les adultes parlaient de choses vraies, et non d'actions et de contrats. Renato regarda autour de lui. C'était cela la richesse, la vraie richesse. Elle n'était pas dans le classement du magazine Forbes, elle n'apparaissait pas sur un relevé bancaire, mais elle valait plus que tout. Cela valait la peine de perdre un mariage, cela valait la peine de perdre des contrats. Cela valait la peine d'être banni de l'élite, car il avait gagné une famille, gagné un but, gagné la paix. Cette nuit-là, après le départ de tout le monde, Renato monta dans sa chambre, ouvrit le tiroir du bureau, sortit la lettre de Raphaël déjà jaunie, pliée de nombreuses fois.
Il l'a relu pour la 100e fois. Merci d'exister, mon frère. Même sans me connaître, tu m'as donné de l'espoir. Renato sourit, des larmes silencieuses. Non, Raphaël, chuchota-t-il, merci à toi. Tu m'as donné bien plus que de l'espoir. Tu m'as donné une raison de vivre. Il rangea la lettre, éteignit la lumière, se coucha. Et pour la première fois, en 38 ans, Renato Montenegro s'endormit sans rêver de bâtiments, de contrats ou d'approbation. Il rêva de Laura riant, de Clara chantant, d'une famille, d'une maison devenant un foyer. Des millions se transformant en rien comparé à l'étreinte d'une enfant de 7 ans disant « Je t'aime, tonton ». Voilà ce qu'était le succès. Voilà ce qu'était la victoire. Voilà ce qu'était une vie qui en valait la peine. Et Renato était enfin chez lui. Si cette histoire a touché votre cœur, restez ici un instant. Respirez. Pensez aux personnes qui sont vraiment importantes dans votre vie, à celles que vous avez peut-être laissées de côté à cause de l'agitation, du travail, des apparences, tout comme Renato l'a fait. Combien de fois cherchons-nous la reconnaissance dans des endroits qui ne signifient rien, alors que tout ce dont nous avons besoin se trouve à la maison ? Combien de fois oublions-nous que l'amour et la présence valent plus que l'argent, le statut ou les titres ? Renato l'a découvert de la manière la plus difficile, le jour où il a perdu tout ce qu'il pensait vouloir et a reçu ce dont il avait vraiment besoin. Une enfant qu'il a appelée « papa » par erreur, un geste qui a changé à jamais le cours de sa vie. Et peut-être sans même le savoir, cette histoire peut changer quelque chose en vous aussi. Combien de Laura existent autour de nous, attendant que quelqu'un les regarde, les écoute, les serre dans ses bras, prenne soin d'elles. Parfois, il ne s'agit pas de sauver la vie de quelqu'un par une greffe, mais de sauver un cœur par un simple geste d'attention. Alors, c'est votre moment. Si vous croyez que l'amour et l'humanité valent plus que n'importe quelle fortune, écrivez ici en bas. La famille est ce qui compte vraiment. Que cette phrase devienne un rappel non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui liront après vous. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Partagez-la avec quelqu'un qui est perdu, qui cherche des choses qui ne comblent pas. Partagez-la avec celui qui a besoin de se rappeler que la bonté change encore le monde, que la compassion sauve encore des vies, que l'espoir existe encore. Peut-être que quelqu'un près de vous en a besoin aujourd'hui. Peut-être qu'une simple histoire peut pousser quelqu'un à pardonner, à essayer à nouveau ou à croire qu'il est encore temps de recommencer. Si vous voulez continuer à suivre des histoires qui inspirent, qui touchent le cœur et nous rappellent ce que signifie vraiment être humain, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. Ici, chaque histoire est un pont entre la douleur et l'espoir, entre la chute et la rédemption, entre ce que nous sommes et ce que nous pouvons encore devenir. Parce que, à la fin, ce qui rend la vie digne d'être vécue, ce ne sont pas les millions que nous laissons sur un compte, mais les mains que nous tenons, les yeux dans lesquels nous regardons, les cœurs que nous parvenons à toucher. Commentez, partagez et diffusez ce message, car le véritable amour est le seul investissement qui ne perd jamais de valeur.